Allez, bonjour à tous. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette conférence organisée par l'association Unisson sur le thème « Quand le polar se décline ». Donc, tout d'abord, je tenais à remercier et qu'on applaudisse ceux qui nous accueillent, la Madeleine de Marcel, partenaire historique de l'association Unisson, donc on les remercie. Je tiens aussi à remercier l'association Unisson et les membres de son bureau ici présents, dont Dominique Guédin, qui est notre secrétaire, qui est à l'initiative de ce rendez-vous, donc on peut l'applaudir. On a également aussi notre trésorière Alice Masson. On a aussi notre secrétaire adjointe Christelle Avon, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui pour obligation professionnelle, puisqu'elle reçoit une auteur en dédicace. On les embrasse toutes les deux, donc merci à elles. Et je tiens aussi à remercier, que vous applaudissiez, donc les auteurs présents ici, donc Michel Cherchy, qui va nous présenter aujourd'hui son livre « La marche du reproche », la marque du reproche, pardon, je ne sais pas. Nous avons aussi l'auteur Paulie Gironas, « Le monde des fous est infini ». Voilà, là je l'ai dit. Nous avons aussi donc Franck Esposito, Un hiver à Prague. Voilà. Et enfin, notre cher ami Gary Markov, Pour terreur sur la piste du roi René. Et Florian, animateur. Merci à vous. Donc on le rappelle, quand le polar se décline, mais en quoi il se décline, on va le regarder ensemble. Mais avant toute chose, j'aimerais bien qu'on va se faire passer le micro et que chacun vous répondiez qui vous êtes et pourquoi vous êtes devenu écrivain. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents à cet événement. Alors, moi, je suis devenu écrivain un petit peu par hasard. En fait, c'est un concours de circonstances. J'ai eu un accident, je suis tombé d'un toit. Je me suis brisé 2 vertèbres, donc immobilité, rééducation, et au cours de quelques-unes de mes fréquentes nuits blanches, je me fais des films. Et jusqu'au jour où j'ai pris, je tournais en rond dans le divan, j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à taper ma nuit, la nuit de l'histoire que je m'étais fait dans la nuit. Et puis je me suis dit, pour autant aller au bout, une fois que j'ai mis le mot fin, donc je l'ai réécrit, je l'ai repris, je l'ai retravaillé, puis j'ai voulu l'envoyer, j'ai décidé à l'envoyer dans diverses maisons d'édition, mais uniquement pour avoir des retours même négatifs. Enfin, je m'attendais surtout à des retours négatifs, je ne pensais pas être édité, puisque du négatif, on en tire toujours le positif, on ne peut pas laisser. Et puis j'ai 2-3 maisons d'édition qui ont répondu présent, donc c'est parti de là. Puis ensuite j'ai écrit le deuxième, parce que ça m'a donné confiance finalement, puis le troisième, quatrième. Voilà. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc Paulie Gironas, moi j'ai 55 ans, je suis aujourd'hui agent d'assurance et j'ai été policier pendant 18 ans. J'ai travaillé à Paris, Lyon, Marseille, j'ai fait 8 ans en police secours et 10 ans à la BSU Nord à Marseille quand je faisais un travail de police judiciaire. Et j'ai démissionné en 2007 pour devenir agent d'assurance. Et toutes les histoires que j'ai vécues, je me suis dit, je crois que je vis dans un monde un peu particulier, un peu fou. Et c'est vrai que c'est infini. Donc tout ce que je voyais, quand j'avais 22 ans, 23 ans, j'étais en police secours, je notais, j'écrivais ce que je voyais parce que je n'y croyais pas. Et puis avec le temps, après avoir démissionné, j'ai été en auto-édition, donc ce livre, par le biais de Livrinova, à 50 ans, après avoir bien démissionné, attendu 15 ans pour l'écrire. Comme ça, il n'y avait plus de ressenti, il n'y avait plus de... c'est pas mon réalisateur, hein, c'est un livre qui raconte les sentiments que peut avoir un policier, parce qu'on parle beaucoup de la police, mais ce que ressent un flic dans l'exercice de ses fonctions, on en parle beaucoup moins. Il faut savoir qu'il y a quand même un policier qui se suicide tous les 5 à 7 jours par semaine. Donc j'ai voulu l'écrire plutôt que de passer à l'acte. Je l'avais pensé, mais j'ai raconté ce que vivaient vraiment les policiers, parce que quand j'allume la télé, vous allumez la télé, je pense que vous entendez des fois des choses qui ne vont pas, des débilités. Donc voilà, si vous voulez savoir réellement ce que vit un policier, ce qu'il ressent, je vous invite à lire mon livre. Oui, bonjour à tous et à toutes.
Je m'appelle Franck Esposito, donc alors la question est qu'est-ce qui vous a amené à écrire? Pour moi, ça a été très très subit. Il y a une dizaine d'années, j'avais fait un réveillon avec des amis et un couple venait d'abandonner Paris pour lever des chèvres dans les Alpes. Un fait assez anodin, il ne m'avait pas tellement donné de détails, mais dans la nuit, je me suis levé et j'ai commencé à écrire une histoire où un couple partait effectivement de Paris et levait ses chèvres. C'était le premier livre, bon, ça n'a peut-être pas été une réussite, mais ça m'a mis le pied à l'étrier. Et j'y ai pris goût et j'ai eu envie chaque fois de sortir un livre. Depuis donc une dizaine d'années, j'ai dû faire une dizaine de livres. Voilà, et par rapport à mes camarades, je n'ai jamais voulu être édité pour X raisons, parce que je voulais garder complètement la maîtrise de la pagination, de la couverture, de la quatrième, etc. Et donc ça me permet d'être beaucoup plus libre, et c'est ce que je désire. Voilà, mais aujourd'hui, donc je suis sur Amazon, je suis content d'y être, les choses se passent pas mal, et j'espère continuer encore longtemps avec. Donc, bonjour, d'abord merci d'être tous ici aujourd'hui, je suis ravi d'être avec vous. Donc moi je suis Karim Markov, vous m'entendez bien? Oui, bien. Pourquoi devient-on écrivain? Bon, chose, il faut remonter loin dans l'enfance, et c'est pour ça qu'il y a des événements récents qui provoquent, qui font basculer, mais en fait les raisons profondes, il faut aller les chercher bien plus loin. Donc, et je vais m'y prêter parce que mon héroïne est psychanalyste dans mes livres, dans mes policiers, donc voilà. Donc ça facilite cette démarche pour moi. Eh bien, j'ai vécu parmi les livres quand j'étais enfant, depuis toujours. Il y avait des livres partout à la maison. J'allais me cacher derrière les portes avec un livre et m'enfoncer dans des mondes lointains, mystérieux, imaginaires. Que provoquent ces livres? Ça, c'est la raison profonde. La deuxième raison, j'ai envie de dire, c'est ma professeure en seconde. À l'époque, on avait en seconde et en première, je crois qu'il y avait le bac français en première, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et ma professeure de français était exceptionnelle et j'avais déjà le goût des livres, mais elle m'a donné le goût de la littérature. Elle allait plus loin, voilà. Et cette petite germe que les professeurs plantent lors de notre enfance, adolescence, etc., elle peut ressurgir même après de longues années, même après un désert, à cause des obligations professionnelles, etc. Et bien, à un moment donné, elle ressurgit. Ça peut être provoqué par plein de choses, l'envie de raconter des choses, parce que vous avez votre vie, vous avez une sensibilité, en fait. Et c'est tout ça qui, à un moment donné, fait que ça doit sortir. Et moi, mon premier livre, il est sorti. J'ai pas décidé d'écrire un livre. Je m'en suis aperçu, j'écrivais depuis toujours. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, là, je suis en train d'écrire un livre. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Merci à vous quatre. Donc on l'a dit, le thème aujourd'hui c'est le polar. Donc vous allez chacun nous présenter donc le polar que vous avez souhaité aujourd'hui mettre en avant. Donc on le rappelle, il y aura ensuite une séance de dédicace après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pourquoi avez-vous voulu présenter ce polar et pourquoi avoir écrit le polar? Alors pour ma part, j'ai présenté ce polar parce que c'est le dernier né. J'écris en général entre le polar et la fiction. Celui-ci, donc, c'est un vrai polar qui se passe dans le microcosme d'Hollywood, où on va réellement visiter Hollywood et Los Angeles. Alors tout est... Parce que autant on a du plaisir à écrire, autant j'ai du plaisir également à me documenter. C'est le même plaisir pour moi, l'écriture autant que la documentation. Donc tout est très 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 documenté, que ce soit les quartiers, les endroits qu'on va visiter, parce que tous les livres se passent aux États-Unis, du moins partent des États-Unis. Celui-ci est donc à Los Angeles. Voilà, et après c'est compliqué de trop en parler sans spolier, hein, mais voilà, ce qu'il en ressort des avis différents des lecteurs, c'est qu'on est pas mal embarqué sur de fausses pistes et que la fin est très surprenante. Voilà. Donc, si je peux donner l'expression, un polar hollywoodien, c'est comme ça qu'on me l'a décrit une fois.
Merci. Alors pour ma part, donc, j'étais en police secours et j'écrivais tout ce que je voyais dans la journée, je l'écrivais chez moi. J'avais une machine à écrire, une Triumph. Et j'ai écrit ce bouquin à la machine à écrire. Voilà. Il y a très longtemps. Et je ne savais écrire que des nouvelles. Donc je me suis dit, un jour, il faudrait peut-être que je les rassemble, ces nouvelles, dans une histoire, et en faire un roman. C'est vraiment une alliance, ce livre, parce que c'est un roman avec des nouvelles à l'intérieur. Alors je vous explique, c'est un policier qui s'appelle Poli Gironaz, qui est marié, et qui est entré dans la police avec la vocation, puis plus ce qu'il voyait tous les jours, donc il a décidé de démissionner. Et, chose extraordinaire, il décide de faire un braquage avec sa femme, carrément. Alors, on est dans un monde inventé qui ressemble étrangement à Marseille. Marseille, je l'appelais Boucheville. Lyon, je l'appelais Gonneville. Bon. Et j'ai fait ça pour pas ennuyer certains collègues qui travaillent encore, parce que toutes les histoires sont vraies. Donc le braquage se fait, c'est un peu loufoque. Et en sortant du braquage avec 5 millions d'euros dans un sac, il se dirige, donc le couple se dirige à Défisqueville, c'est la Suisse. Eh oui. Et donc il se dirige, et là, le Poli Gironaz, donc, il décide enfin d'avouer à sa femme que toute sa vie de flic, il écrivait en fait. Tout ce qu'il voyait, il écrivait. Sa femme, elle lui dit dans la voiture, comment ça? Elle ouvre la boîte à gants. Donc elle ouvre la boîte à gants, elle sort un manuscrit dans lequel est renseigné toutes les nouvelles. Et donc elle se met à lire les nouvelles, et vous lecteurs, ben, vous lirez ces nouvelles. Ensuite, ils sont arrêtés par les gendarmes, et là, j'en dirai pas plus, pour pas dire la fin du film. Un lapsus révélateur. Bientôt. Oui, donc moi j'aime bien dans mes livres avoir un environnement qui surprenne les lecteurs. Donc je m'applique à faire une enquête policière classique, avec des intrigues, rebondissements, effectivement, différentes sorties qui s'avèrent être des impasses. Mais j'aime bien être dans un environnement sympathique, que je connais bien. Donc j'ai écrit aux États-Unis aussi, on s'est rencontrés là-bas, j'ai écrit à Saint-Pétersbourg aussi, comme toi. Là, le dernier qui est sorti, il se passe à Prague. Alors, en fait, en 2 mots, c'est l'histoire d'un bonhomme d'une quarantaine d'années environ, qui s'est fait plaquer par sa maîtresse à Paris, qui tombe dans le découragement, qui se met à boire, qui se drogue pour soigner ses problèmes. Et à la fin, avant de tomber complètement dans le trou, il prend le premier bus qui part et il choisit Prague parce que c'est la ville de sa mère, la ville des naissances de sa mère. Et donc, il a la chance aussi de parler la langue de ce pays. Et toute la première partie se passe à Prague. Il erre dans Prague, il visite Prague, il découvre Prague. Donc, le lecteur, en même temps que lui, fait le tour de ses ruelles et de ses églises, de son Charles, du château, etc. Et jusqu'au jour, ou même à la nuit, où il se passe quelque chose, c'est-à-dire que, par hasard le plus pur, il tombe en possession d'une clé USB et qui est recherchée par les espions russes, puisqu'elle contient le nom, les adresses, toutes les top russes qui sont en Tchéquie. C'est un petit peu d'actualité. Même si je l'ai écrit quand même il y a une bonne année, ce livre. Et donc ce bonhomme se trouve pourchassé par la mafia russe qui est à la solde de Poutine, et il doit donc s'échapper dans plusieurs pays européens. Mais il revient à Prague quand même, parce que là, il avait découvert l'amour, il avait redécouvert l'amour près d'une galériste qui était dans le centre de Prague. Pour se sauver la peau, il va évoluer. C'est un garçon qui, de très très doux au départ, un peu désarmé devant ce qui lui arrivait, va inverser les rôles, et de chasser, il va devenir chasseur. Et à la fin, donc, on verra comment il arrive à se sortir de cette intrigue et comment il arrive à échapper aux Russes. Voilà. Mais mon quatrième personnage, c'est vraiment Prague, c'est vraiment la ville qui est magnifique. Voilà comment j'aime mêler les villes ou les pays à mes histoires.
Eh ben, je vais être assez en phase avec toi, en fait, puisque moi, je vais aussi utiliser une ville pour vous transporter ailleurs, une ville que vous ne connaissez absolument pas, qui est Aix-en-Provence, et toutes les villes qui sont autour, parce que, en fait, euh, j'imagine que vous tous habitez la région, et que très souvent, on connaît très mal cette région. En fait, moi, j'ai écrit toute une série de livres policiers. Donc, je vous ai amené, effectivement, il fallait en choisir un, donc j'ai pris le dernier de la série, Terreur sur la piste du roi René. Et cette série de livres, effectivement, se passe tous en Provence, avec des meurtres qui sont à la porte de la maison d'à côté de la vôtre, peut-être, puisque tous ces meurtres sont chez vous. Donc attention au cauchemar. Vous avez peut-être votre voisin qui est dans ce livre et qui commet des meurtres, voilà. Donc, bon, c'était un peu la job, mais donc pour parler de ce livre-là dans la série, pourquoi j'ai écrit ce livre sur le roi René? Parce que je voulais écrire plutôt un livre au début sur les fontaines d'Aix-en-Provence. Il y a plus de 1000 fontaines à Aix-en-Provence. Donc je trouvais que c'était un thème très intéressant autour de notre patrimoine. Et en fait, finalement, j'ai écrit un livre sur le roi René. Pourquoi? Parce que le premier meurtre se situait dans la fontaine du roi René à Aix-en-Provence, que certains d'entre vous connaissent peut-être, en haut du Mirabeau, voilà. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé la question de savoir qui était le roi René. Et est-ce que quelqu'un sait dire dans la salle qui était le roi René? Le connaissez-vous? Je suis sûr que certains que non. J'ai amené d'ailleurs dans mon sac pas mal de livres écrits par le roi René. Moi, j'ai été subjugué par ce personnage, à partir de sa fontaine, bizarrement. Donc j'ai creusé, comme vous, comme certains l'ont dit, je me documente beaucoup, je crois que tu l'as dit. Donc je vais lire 10, 20 livres pour en écrire. Donc notamment le roi René, par ses écrits, par son côté littéraire, en fait, moi j'aime la littérature, eh bien m'a absolument subjugué. Donc ce personnage-là est mis en valeur dans ce livre. Alors on va y trouver une société secrète, on va y trouver des personnages fantastiques comme la Tarasque, que vous connaissez. On va y trouver aussi les saintes, parce que la spiritualité du roi et ses deux épouses successives ont beaucoup joué pour l'histoire de notre région. Donc voilà, c'est un livre qui est très nourri du patrimoine de notre région, comme tous les autres livres de la série. Et bon, après, sur la forme, il y a des meurtres en série, il y a de l'amour, il y a de l'humour, voilà. Ok? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Christophe. Oui, j'en avais une pour nos 4 invités et je vous remercie de présenter le polar parce que j'aime, c'est vrai que c'est un courant que j'aime beaucoup, enfin, voilà, qu'on apprécie parce que en tant que lecteur, on aime bien accompagner le commissaire ou le personnage principal pour essayer de nous aussi de découvrir un petit peu est-ce qu'on va réussir à résoudre, donc de jouer avec nous. Et ma question c'était celle-ci. C'était effectivement le polar s'ancre dans une réalité, que ce soit les témoignages, que ce soit le patrimoine, que ce soit la documentation. Et je me disais aussi, c'est au niveau de l'écriture, ma question concerne surtout l'écriture. Comment en fait vous arrivez à surprendre le lecteur? Est-ce que vous partez de la fin, vous connaissez l'histoire et puis finalement vous savez poser les indices, des indices mesurés pour que le lecteur puisse jouer avec? Ou vous découvrez vous aussi au fur et à mesure, vous essayez de résoudre les énigmes au fur et à mesure? Alors pour ma part, et particulièrement pour celui-ci, en fait je suis parti d'un premier meurtre imaginaire, et j'ai mené moi-même l'enquête. Ce qui fait que j'ai dû refaire 5 ou 6 fois le livre, réécrire, parce que des fois j'arrivais dans une impasse. Donc en fait j'ai mené moi-même l'enquête jusqu'à arriver au résultat final voulu. Donc je suis le premier à avoir mené l'enquête. Voilà. Et rien n'est vécu, c'est pas une histoire que j'ai vécue, sinon on conseille fouiller. Pour ma part, il n'y a pas trop d'enquête, c'est que des constatations de faits. Donc c'est assez simple. Et même à part dans des tiers, ensuite j'ai travaillé en judiciaire, des affaires de délinquance moyenne et même grosse. C'est assez simple, on a toujours de l'ADN, on a toujours une empreinte,
pas très Colombo le truc. Hein. Et non, c'est que des constatations. Je crois qu'il y a plusieurs techniques, effectivement. Il y en a qui partent d'un début et qui essaient d'arriver à une fin. Moi, je dois dire que je pars d'un début et ensuite, souvent, les personnages me guident un petit peu. Hein. Je crois qu'on suit la personnalité des personnages qu'on a créés et ils prennent, sans prendre vraiment le stylo, mais ils nous remplacent parfois. Donc, voilà, il n'y a pas de technique véritable, chacun fait la sienne. Ce qu'il faut dans le roman actuel, je crois, dans le polar, c'est qu'il y ait une intrigue dès le départ. Il faut capter le lecteur, ce qui nous oblige parfois à faire des flashbacks pour mettre un passage très très prenant dès le départ, pour que le lecteur continue à lire. C'est un petit peu la réalité d'aujourd'hui, surtout que des lectures sur le numérique. Et il faut que les choses avancent très rapidement. Et, par contre, il y a toujours les mêmes trucs. Il faut toujours le meurtrier, il faut toujours la victime et toujours un enquêteur. Alors l'enquêteur peut être un policier ou quelqu'un de la vie civile qui se décide à poursuivre cette enquête à son compte. Voilà, donc c'est très compliqué à dire et moi-même je dois dire que chaque fois c'est une écriture différente. Je n'ai pas de technique réellement appliquée à ça. C'est en fonction de l'ambiance, de l'environnement. Donc, je vais te rejoindre pas mal de fois, mais un peu tout ce qui a été dit. Alors forcément, c'est différent hein, pour toi, Pauline, puisque tu es sur des faits réels. Donc, je suis vraiment fan avec le début que tu as expliqué. C'est les personnages qui nous guident. Donc en fait, on ne connaît pas du tout, enfin moi en tout cas, quand j'écris un polar, alors j'ai une thématique, hein, voilà, j'ai souvent une thématique liée à notre patrimoine hein, dans les livres. Je mets en valeur le patrimoine de la Provence, patrimoine littéraire, scientifique. Mais après, les personnages, et puis il y a aussi de la psychanalyse, etc. Mais les personnages, effectivement, je place des personnages et moi-même, j'existe en tant qu'écrivain, je pense de temps en temps quand même au lecteur, mais j'existe en tant qu'écrivain. Alors j'aimerais bien qu'un tel ou un tel soit le coupable, qu'il se passe ceci, cela. C'est mon désir, plus les désirs cachés que je n'arrive pas à exprimer. Mais en fait, les personnages, quand on écrit ce qui leur arrive, on se met à leur place. On est dans la peau de chacun des personnages. À tour de rôle. Parfois, quand ils sont plusieurs dans la salle, tous en même temps. Donc en fait, c'est bien eux, comme tu l'as bien dit, qui nous guident. Alors, moi, je le dis comme ça. Et souvent, j'ai une idée préconçue, parce que j'aimerais aller vers un endroit, et cette idée, finalement, va être déjouée par mes personnages, par mes propres personnages que j'ai créés. Et c'est ce qui va faire qu'au final, comme tu l'as dit, il y a des fins surprenantes, etc. Parce qu'on est guidé. Et à chaque fois que j'ai essayé d'aller vers là où je voulais, je voyais que c'était téléphoné et heureusement, les personnages rattrapaient le coup et allaient vers un truc complètement imprévu. Et c'est ce qui fait que tu as du suspense et c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas deviner la fin. Merci beaucoup. Joël, tu as une question? Oui, dans les catégories, on a polar, suspense, thriller, thriller psychologique. Vous vous situez donc apparemment dans polar. Pourquoi et selon vous, comment on passe d'une catégorie à l'autre? C'est quoi la différence? Alors, personnellement, c'est du polar. Polar, alors, comme vous dites, il y a des sous-genres et des genres différents. Le thriller, on est plus dans le suspense, dans l'angoisse. Il faut mettre une ambiance, on est moins dans l'enquête. Je ne sais pas si voilà. On est moins dans l'enquête. Tout est axé surtout sur la peur que doit amener le personnage ou l'histoire. Alors que le polar, bon, ben, il faut trouver pour résoudre l'enquête. Ensuite, le suspense, c'est ce qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Hein. Que ce soit un polar ou un thriller, pardon, je pense que c'est du suspense de toute manière. Voilà. C'est ma pensée personnelle. Alors pour ma part, mon livre, c'est un ovni, hein. C'est un peu de tout, hein, parce que c'est réel,
c'est à contre-pied aussi, parce que sur une scène de crime, on peut sourire. Un médecin légiste, on a pu rigoler avec eux. Donc c'est vraiment un contre-pied, c'est la réalité. Donc je ne sais pas où me situer, c'est pas pour le polar, moi c'est notre. Oui, moi j'ai mis thriller sur ma couverture, parce que je considère que c'est un polar, bien entendu, mais il est très très rapide. Je pense qu'il y a une question de rapidité, de vitesse. Les gens perdent le souffle un petit peu dans mes histoires. On est sans arrêt bousculé, sans arrêt, on passe d'un endroit à un autre avec une peur qui poursuit sans arrêt. Il n'y a pas de moment où on peut s'arrêter, souffler, non, c'est pas possible. Je ne vous laisserai pas le temps. Sauf dans la première partie où effectivement le personnage visite la ville, ça c'est beaucoup plus calme. Et dès que ça s'accélère, ça n'arrête plus jusqu'à la fin. C'est donc très, très nerveux, très, très bref. Alors, moi j'aurais du mal à mettre un genre aussi sur mes livres. Disons déjà que j'ai aussi écrit des contes pour les petits et les grands, mais pour la série de romans policiers, donc déjà c'est une série. Et pourquoi c'est une série? Parce que quand j'ai écrit le premier de la série, j'ai créé des personnages, une psychanalyste qui a son cabinet à Aix-en-Provence, un tarologue. Pourquoi tarologue? Parce que comme je suis dans le patrimoine de la Provence que je mets en valeur, le tarot qui est doué de codes secrets, donc déjà il est propice à des énigmes et à enquêter. Donc déjà en soi c'est mystérieux et surtout c'est au cœur de notre culture et ça dépasse aussi des liens par exemple avec plein de choses, avec la chrétienté, avec tous les mouvements secrets, etc. Donc voilà, donc il y a des personnages et ces personnages, quand j'ai fini mon premier livre, vous savez, quand vous êtes lecteur, vous lisez un livre, vous avez passé un bon moment, quelque part c'est une petite mort pour le lecteur, parce que quitter les personnages que vous avez aimés. Pour un écrivain, c'est pareil, du coup c'est pareil, mais en pire, parce que forcément on s'est investi très fort pour écrire. Donc du coup, dès que j'ai terminé la dernière page de mon premier livre de la série, j'avais besoin, une nécessité absolue, que j'écrive le deuxième. Donc en fait, le lendemain, j'étais déjà en train d'écrire le deuxième, d'accord? Et après, c'est comme ça parce que il y a cet attachement et cette perte qu'on ne veut pas subir de quitter ces personnages. Donc voilà. Donc l'élément principal, effectivement, c'est peut-être que c'est pas une série. Après, moi, je suis pas dans la catégorie thriller. Il y a des enquêtes, il y a de l'humour, vous avez compris, il y a du patrimoine, il y a une quête amoureuse au fil des livres. Voilà, et qui forcément, comme toute quête, plus on recherche, plus on va s'y perdre. Hein, voilà. Donc une réflexion comme ça qui peut plaire aussi. Et puis il y a tout le côté artistique, littéraire, les peintures, tout ce qu'il y a dans notre patrimoine et dans notre histoire de la Provence. Il y avait une question là-bas de madame. Justement, pour rebondir sur le genre, moi personnellement, j'ai lu très peu de polars, c'est pour ça que je viens ici. Bon. Parce que, à l'inverse, quand je lis beaucoup de livres, normalement, mais beaucoup, et après je vais voir des films. Mais pour le polar, je fais l'inverse. Je vais voir un polar et après je lis le livre. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être dans ma tournure d'esprit, ou alors j'ai peur de lire des polars, de faire des cauchemars, je ne sais pas. Mais je fais l'inverse d'une démarche que les autres ne font pas. Pardon. Et quelle est en gros vos catégories de lecteurs? Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains polars qui sont déjà des hommes, je crois, hein, plus que des femmes dans les autres genres. Voilà. Très bonne question, merci. On en Convainquez-moi parlait de tout à lire l'heure. polar, vraiment, mais j'en offre, je les lis après, mais de moi-même, je ne vais pas aller vers un polar. C'est parce que je m'y perds en gros. Voilà, merci. Alors déjà, je vais vous retourner une question. Est-ce que vous faites des cauchemars après avoir vu un polar au cinéma? Non. Non. Donc, il ne faut pas avoir la crainte d'avoir un polar, d'avoir des cauchemars quand on lit un polar. Ensuite, un polar n'est pas toujours effrayant.
c'est pas un livre d'horreur. Il y a une enquête, elle peut être psychologique, elle peut être, il peut y avoir, comme tu l'as dit, un lien avec une relation amoureuse, il peut y avoir tout un tas de situations qui ne sont pas effrayantes. Moi, le mien, je ne pense pas qu'il soit effrayant. Voilà. Donc on va le lire, vous allez suivre l'enquête, vous allez essayer de résoudre l'enquête, mais je ne pense pas qu'il fasse peur. Donc, et le fait de lire le livre d'abord vous donne la vraie version en fait de l'histoire. Souvent, l'adaptation au cinéma, on est obligé par rapport au cinéma, par rapport aux contraintes du cinéma, le réalisateur arrange plus ou moins, et ensuite c'est pas la même histoire. C'est la même histoire, mais c'est pas tout à fait exactement. Voilà. Alors madame, moi j'ai envie de vous dire que vous vivez dans un polar tous les jours, vous vivez dans ce monde de fous, donc ne lisez surtout pas mon livre. Et je peux l'offrir peut-être. Oui, il est bon, je l'ai lu, il est excellent. Moi, ce que je voulais dire, effectivement, on remarque que la plupart des auteurs de polar sont des garçons, mais nous sommes lus en majorité par des femmes. Puisque c'est vous les lectrices, 80% je pense des lecteurs sont des lectrices. Donc, mais effectivement, même s'il y a un peu de sang qui coule sur les pages, vous ne pourrez pas de cauchemar. Effectivement, c'est toujours agrémenté quand même d'un petit côté amoureux avec quelqu'un. On essaie d'atténuer un petit peu les horreurs par des mouvements dans la vie normale qui atténuent tout ça. Alors, Agatha Christie, c'est évidemment une grande écrivaine de policiers, hein, et beaucoup d'autres très grandes écrivaines de policiers connues, je suis sûr que vous avez des noms, y compris dans la région. Hein, donc voilà, alors après en nombre, je ne sais pas, peut-être, en tout cas oui, ici aujourd'hui oui, mais et pour ce qui est des lecteurs ou lectrices, alors je vous rejoins, mais les lecteurs, lectrices sont majoritairement des femmes, pas que pour les polars, pour tous les livres en fait. La jante masculine, je suis désolé de le dire ici aujourd'hui, a déserté, a perdu une partie de ses facultés, celle de la lecture, visiblement, est en perdition chez la jante masculine, et j'en suis désolé. Et moi-même, en tout cas, lors d'une journée délicate, quand il y a un homme qui vient et qui achète un livre, non pas pour sa femme ou pour sa maman, mais pour lui, j'en suis absolument ravi. Voilà. Donc c'est pour moi une victoire sur ce mouvement de société absolument néfaste qui est de voir perdre des hommes la faculté de lire. Donc j'en suis désolé. Mais c'est pas propre au polar. Hein. Voilà. Et puis après, moi-même, je pense que si on est écrivain de polar, sans doute, hein, peut-être une question que vous auriez pu poser, on est avant tout aussi des lecteurs de polar, ou des policiers pour certains. Voilà. Mais on est passionnés. Moi, par exemple, dans mon travail, on va dire autre travail, j'avais besoin d'être bon en anglais. Eh bien, je me suis, si j'ai été capable d'être bon en anglais et d'avoir une carrière internationale, c'est parce que j'ai lu Agatha Christie en anglais, voilà. Et donc c'est les polars qui m'ont permis aussi d'apprendre bien l'anglais. Juste pour répondre à votre première question, qu'est-ce qui peut vous donner l'envie de lire le polar avant de voir le film? C'est simple, ils ne sont pas encore au cinéma. Bravo Michel. Il y avait une question aussi. Alice? Moi, quand j'ai écouté vos présentations, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. Vous avez un point commun, c'est la localisation. Toi, ça va être Aix-en-Provence, toi, ça va être des voyages. Toi, tu as inventé carrément un monde, une ville, mais tu t'es basé sur des villes. Et toi, c'est donc Hollywood. D'ailleurs, il y a même un genre littéraire qui s'appelle le polar marseillais, carrément. C'était évidemment Iso qui était le précurseur, mais ça continue, 30 ans après, ça continue. Il y a beaucoup de polars marseillais, d'écrivains de polars marseillais qui continuent à écrire et à avoir autant de lectorat. Et moi,
ce qui m'a frappé, c'est que tu disais que c'était un personnage à part entière, la ville. Et est-ce que ça vous aide à écrire? Est-ce que quand vous écrivez, vous vous dites tiens, il faut que je fasse vraiment une belle place à la ville ou à la localisation? Est-ce que vous choisissez cette ville en fonction de l'histoire que vous avez envie d'écrire, par exemple? Alors pour moi, oui, parce que je pense que au moment où on situe l'action dans une ville, il faut que ça colle. Je ne peux pas mettre Hollywood à Marseille. Donc il faut que ça colle. Donc de toute manière, c'est pour ça que si jamais j'écris sur une ville que je ne connais pas personnellement, ou je n'ai pas vécu, ou je ne suis pas allé visiter, je vais me documenter, je vais vraiment me renseigner. Je veux m'imprégner de la ville. Je ne réécris plus un texte tant que je ne connais pas la ville par cœur. Voilà. Donc c'est tout ça pour que ça colle au personnage et à l'histoire. Alors pour ma part, oui, le livre se situe entre Paris, Lyon, Marseille, avec des noms inventés pour la protection justement de mes collègues. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même criminalité dans les villes différentes. Marseille, c'est particulier. Paris aussi, Lyon. Moi, de ce que j'ai vu, Marseille, c'est très criminel. Ça peut vite partir en vrille. Par contre, Marseille, on peut discuter. On peut calmer une situation. Paris, Lyon, c'est étrange d'ailleurs. Donc c'est bon d'être dans le sud pour pouvoir calmer les choses. Oui, je pense surtout que chaque ville, on la reconnaît. Quand vous voyez une image d'une ville, de suite, vous sentez son ambiance et vous reconnaissez si c'est Paris, Lyon, Marseille ou l'étranger. Et moi, personnellement, si j'écris sur des villes étrangères, c'est pour me faire plaisir. Parce que j'adore lire des livres qui se passent ailleurs que chez moi. Et j'ai envie d'être dépaysé, j'ai envie d'être sorti de mon contexte. Et en dehors de l'histoire, c'est ce qui me fait vraiment plaisir. Mais effectivement, il faut connaître la ville, il faut y avoir vécu, si c'est possible, pour bien la décrire. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème, hein. On va essayer d'être bref. Bon, déjà, pour ce qui me concerne moi, il y a quelque chose de particulier. La ville, elle est constitutive finalement de ma série policière. La ville, les villes, pour moi, tous mes livres, se déroulent en Provence, mettent en valeur le patrimoine de la Provence, et en particulier, il n'y a pas que le côté artistique, on visite des lieux aussi. On visite pas mal les cathédrales, les abbayes, voilà, tout ce qui est un peu vieux, les châteaux, etc., mais aussi des boutiques, aussi plein de choses. Et donc, on est en train de vivre l'histoire dans un lieu. L'histoire ne serait pas la même ailleurs, évidemment. Alors moi, c'est constitutif, mais de toute façon, il y a un autre phénomène, au-delà de ça, c'est que quand on raconte une histoire, forcément, on se projette, et on ne se projette pas avec juste des personnages, ou alors ça serait un huis clos, c'est une autre, ça peut exister, hein, quelqu'un qui veut écrire un huis clos, par exemple dans un commissariat, mais néanmoins, le lieu, à la limite, le vide ferait partie de l'histoire, à la limite, il serait oppressant. Mais sinon, on se projette bien quand on raconte une histoire dans des lieux, dans notre imaginaire, et donc forcément, on fait évoluer les personnages en lien avec les lieux, et donc forcément, ces lieux, comme tu as bien dit tout à l'heure, c'est un personnage. C'est un personnage à part entière, et il va se passer des choses en fonction des lieux. Sinon, ça ne passerait pas. D'accord? Les lieux, ils sont aussi... ils font un appel aussi, quelque part. Ils provoquent les personnages pour arriver à des situations. Une autre question? Alors moi je reviens juste quelques minutes sur la technique. J'avais deux questions. Est-ce que pour vous le polar c'est uniquement une enquête de police en fait? Et d'autre part, quels sont les auteurs qui vous auraient inspiré, les lectures que vous avez pu faire et qui vous auraient inspiré? Alors non, c'est pas que classiquement la recherche d'un polar beaucoup plus psychologique. Ça peut être un autre personnage qu'un policier? Tout à fait, ça peut être un privé, ça peut être une mère qui perd son enfant et la police ne fait pas son travail. Mais on a vu sur les films, pas mal de lectures, ce genre de cas. Ensuite, moi, si j'ai
c'est des auteurs. Bon, en ce moment, je suis dans Musso, donc voilà, il y a Musso. Arlan Coben, j'aime beaucoup. Voilà. Oui, on ne va pas tous les citer, Norek, bien sûr. Pour ma part, moi j'ai eu l'idée d'écrire des nouvelles en lisant les histoires extraordinaires d'Edgar Poe, où je me suis rendu compte qu'on pouvait écrire ce qu'on voulait en fait. C'est libre d'écrire et d'écrire donc l'extraordinaire. C'est ce que j'essaie de faire. Oui, pour vous donner une idée, là, je suis en train de faire un bouquin qui se passe en huis clos sur une île cernée par la tempête. Et je venais de lire Les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Il ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, malheureusement. Hein. C'est les 10 derniers, ça ne veut plus rien dire. Mais voilà, donc effectivement, on est inspiré par nos lectures. Hein, et j'ai essayé de reprendre sous une forme complètement différente cette belle histoire. Et bon, voilà, il ne va sortir pas avant 2 ou 3 mois, donc c'est plus tard. Plus que les lectures, c'est mes rêves, moi, qui me projettent. Hein. Les rêves, l'imaginaire, l'inconscient, tout ça, ça me projette dans le polar. Alors, tout à l'heure, je reviens plus sur une question préalable qui était peut-être une des premières questions qui vous a amené à être écrivain en policier. J'ai donné quelques raisons, il y en a encore une autre, c'est que quand j'étais petit garçon, je rêvais à un moment donné, oui, j'ai joué à être un enquêteur de police. Hein, et bien sûr, je m'en souviens. Enfin, en tout cas, quand j'écris, ça ressort forcément. Donc voilà, il y a le côté un petit peu. Donc monsieur était poli avec lui, il était policier, donc il l'est toujours d'une certaine manière. Et donc on joue effectivement à être ces personnages-là, parce qu'il y a encore le petit enfant qu'on a tous en nous, d'accord, et qui nous fait, qui est là aussi quand on écrit. Hein, il y a l'adulte, mais il y a le petit enfant. Et bien, il rêve à être policier, il rêve à être un enquêteur privé, se cacher derrière un journal pour épier, vous voyez, tout ça. Donc on est complètement là-dedans. Voilà, moi c'est plutôt ça qui m'inspire. Alors pour en revenir sur les romans policiers que je pourrais lire et qui m'inspiraient, alors en ce moment j'écris des contes, donc je lis à côté des romans policiers. Quand j'écris des romans policiers, j'évite de lire des romans policiers parce que j'ai pas envie de me faire influencer. Et j'ai trop peur de ça, alors vous voyez, c'est peut-être une faiblesse, mais voilà, c'est comme ça, on reste cette faiblesse de me laisser influencer. Je pense pas, mais n'empêche, c'est peut-être un côté superstitieux, ou j'en sais rien, mais je préfère, quand j'écris du policier, éviter d'en lire. Et j'en ai tellement lu avant que je suis très nourri par toutes mes lectures. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi j'aurais une question. Allez-y, je vous en prie. Deux questions. Le monsieur dont j'oublie le nom évidemment, qui était policier, est-ce que vos histoires ont une fin FIN, ou est-ce qu'on reste sur notre fin FAIN? Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'on reste toujours, est-ce que c'est résolu ou pas? Et ma deuxième question pour les autres, comme vous parlez tous de lieux, est-ce qu'il y a beaucoup de descriptions de lieux, ou est-ce que c'est juste dans l'histoire que vous décrivez Alors pour ma part, dans le livre, il y a une fin FIN. Ouais. Donc j'estime que dans un acte criminel, il y a un début, un développement et une fin, heureusement. Mais la fin est particulière. C'est bien dans mon livre. Donc, pour répondre à votre deuxième question, oui, personnellement, oui, il y a énormément de descriptions parce que justement, ça permet au lecteur de vraiment se projeter dans la ville où se passe l'action. Comme sur les studios de la Warner à Hollywood, dans Los Angeles, vous allez visiter différents quartiers, vous allez visiter qui existent, bien entendu. Vous allez visiter des bars ou des restaurants qui existent, et je les décris. Voilà. Ça fait partie de ma documentation, de mes recherches, pour pouvoir faire sentir la ville. Oui, c'est-à-dire que dans le roman policier, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait le mot fin à la terminaison de ce texte. D'ailleurs, on ne le met plus, le mot fin, c'est terminé. Et parce qu'il faut que le lecteur il sache qui est l'assassin, quel était son mobile, pourquoi il a tué plusieurs personnes, et enfin, comment il a tué. C'est les 3 questions que le lecteur se pose, et il faut lui donner, autrement votre livre sera plus ou moins bien accueilli. On peut le faire dans le roman blanc, dans le roman classique.
laisser une fin ouverte. Mais là, dans le policier, je crois que c'est pas possible. Qui, pourquoi, comment? Pourquoi, comment, bien sûr. Qui, pourquoi, comment, c'est pas question auquel il faut répondre. Même si c'est un petit peu long pour y arriver, pour que le lecteur reste en suspens tout le long. Pour ce qui est des descriptions, effectivement, bon, moi c'est des villes que j'ai découvertes, que j'ai aimées, donc j'essaie de rendre ce que j'ai vu. Mais quand il s'agit d'une adresse ou il s'agit d'un lieu très précis, je prends des cartes de la ville ou du pays et je vais voir si ça se passe bien là. Il faut pouvoir mettre vraiment une image sur chaque lieu qu'on découvre. Donc, je ne sais pas si dans votre question vous espériez avoir de la description ou pas en fait. Vous en aviez peur. Parce qu'on est quand même chez la Madeleine de Martel, hein, donc Proust a été parfois assez généreux dans ses descriptions. Donc ça ne sera pas ça évidemment, hein, mais il y a de la description, bien sûr. Il y en a suffisamment pour pouvoir se projeter. Et on découvre les lieux, et comme vous l'avez dit dans votre seconde, dans l'alternative que vous avez proposée, en fait, oui, il y a une partie des lieux qu'on découvre parce que l'action se déroule, continue à travers les lieux, et donc, par le biais de l'action, on découvre les lieux. Il y a bien les deux, d'accord? Donc la description, elle est suffisante pour pouvoir se projeter, mais elle n'est pas... on est quand même dans de l'action, dans des choses qui se doivent avancer, on a dit... Hein, mon voisin l'a dit, Franck, ça doit être rapide, etc. Donc il faut quand même qu'on tienne en haleine. Donc on est tenu à ne pas être trop long sur les descriptions. Donc il y a de la description pour prendre dans les polars généralement, et en tout cas dans les miens. Mais voilà, c'est pas du Marcel Proust. Pour reparler du mot fin, c'est vrai qu'un auteur, quand il écrit fin, à la fin du livre, c'est dur. Donc j'ai écrit fin à la fin de ce livre et j'ai décidé de faire le préquel de ce livre. Parce qu'on m'a dit, elles sont bien ces histoires, mais on aimerait savoir comment il en est arrivé là, surtout qu'il fait un braquage avec sa femme. Je pense qu'il va expliqué, c'est quand même explicite dans ce livre, mais j'y suis allé carrément. Donc j'ai écrit un autre livre avec donc avec une romancière qui s'appelle Rosanne Laloy. On l'a écrit sous le pseudonyme La Loi Gironnaise et il va sortir aux éditions Umberto Curio d'ici ce trimestre. Donc ça va être la vie de Pauline Gironnaise avant cette histoire. Si, encore une question? Allez-y. Juste une question pour vous, monsieur. Voilà. Vos crimes se passent parce que bon, vous êtes sur un... Peut-être pas du polar historique, hein, je me trompe peut-être, mais quand vous avez parlé de psychanalyste, j'imagine que c'est dans le contemporain quand même. Mais l'action, comment dire, criminelle se passe dans le contemporain aussi ou dans l'histoire, dans le passé? Juste par curiosité. Alors, les crimes se passent dans le présent, mais renvoient parfois à des éléments historiques du passé. Il peut arriver que dans certains des livres de la série, il y a un fil qui passe dans le passé. Je ne crois pas que ce soit le cas dans celui-là, mais par exemple, dans Le mystère du château Picasso, il y a un fil dans le passé avec Picasso qui lui arrive des choses et ça explique des choses dans le présent, par exemple. Ou alors dans L'héritage meurtrier de Marie-Madeleine, on voit des choses qui se passent à Marseille, dans l'abbaye de Saint-Victor, un an 500 après Jésus-Christ, puis après ça s'arrête, il y a des choses qui se passent au Palais des Papes. Donc il y a un fil historique dans le passé qui alterne avec le fil dans le présent, comme ça fait assez souvent. Hein. Mais évidemment, les crimes sont dans le présent. Il y a avec l'enquête, les personnages qui sont dans le présent, là, de nos jours, à Aix-en-Provence, dans les différentes villes du pays, voilà, pour résoudre l'enquête, c'est bien dans le présent. Oui. C'est cette question qui m'a fait penser à une autre. Est-ce que vous écrivez au présent ou au passé? Est-ce que vous écrivez avec un je ou avec un il? Un narrateur ou omniscient ou un narrateur personnage? Alors, pour ma part, j'écris dans le présent. Je trouve que ça donne le plus de rythme. Le jeu, je l'ai employé dans un roman, mais c'était dans un roman de science-fiction. On se met dans la peau du personnage. Et je pourrais le refaire, mais pour l'instant, là, celui-ci, c'est une enquête. Et au présent. Alors pour ma part, j'écris au présent, passé simple.
Et j'ai écrit ce bouquin, les nouvelles c'est je, et vu que c'est rentré dans un roman de rappeur, c'est il aussi. Oui, moi je dois dire que j'ai fait les deux. Et il m'est arrivé même de faire des livres en jeu que je transformais en i, ou des livres présents que je transformais au passé. Je reprenais tout de A à Z parce que ça ne me convenait pas. Ça dépend un petit peu du livre. Si on est dans la peau du personnage, mettre jeu c'est très bien. Et effectivement, ça me donne plus de rythme à l'histoire. Après, chaque histoire s'adapte un petit peu en fonction du présent, du passé, du jeu. Mais je crois que c'est bien de mélanger. Pour nous, c'est une expérience aussi. À chaque fois, on essaie de faire quelque chose de nouveau. On essaie de se mettre une barre un peu plus haut. Et bon, même si on refait tout le livre de A à Z, maintenant avec les correcteurs, c'est plus simple. Donc, c'est un jeu qu'on joue avant de le livrer au public. Alors, faire un livre avec un jeu, un polar avec un jeu, j'aimerais bien. Peut-être ça deviendrait le meurtre de Roger Ackroyd numéro 2. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent. Alors, on va pas spoiler, mais voilà, c'est tout écrit avec un jeu, l'enquêteur, etc. Et puis à la fin, voilà. Donc le jeu, du coup, il est compliqué, sauf quand, comme ça, on a une intention, comme avait Agatha Christie dans ce livre-là, qui est très particulière. Sinon, le jeu, oui, alors sinon, on est l'enquêteur, quoi. On est l'enquêteur, donc voilà, pourquoi pas. Alors ça se cale pas avec ma série, mais c'est une expérience que j'aimerais bien vivre, évidemment. Et puis pour les temps, bah, comme vous, évidemment, on utilise tous les temps. Parfois, effectivement, sur un chapitre, on part sur un temps, et puis finalement, on peut changer, parce que finalement, on trouve que c'est mieux de l'écrire différemment, donc il peut y avoir des variations. Un petit mot, si on écrit au passé, malgré tout, les dialogues sont au présent. Donc, il fait vivre bien le livre. Si on écrit jeu, vous n'allez pas pouvoir raconter ce qui se passe à côté ou ce que pense au personnage. Donc c'est quand même plus pratique de dire il et d'avoir quelqu'un d'omniscient qui voit ce qui se passe chez tous les personnages. Voilà. Donc c'est quand même préférable, sauf quelques cas précis. Merci. Une dernière question? Non. Juste, excusez-moi, on parlait d'Agatha Christie pour les femmes, et il ne faut pas oublier Fred Vargas, qui écrit des nouvelles extraordinaires. Les femmes sont aussi, il faut aussi les représenter. Merci beaucoup. Merci madame. Girl power. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je tenais à vous remercier. Donc je vous rappelle que nous étions en compagnie de Michel Cherchy pour son livre La Marque, donc du reproche. Donc, vous pouvez l'applaudir. Pauline Gironas pour Le Monde des Fous est infini. Franck Esposito pour Un hiver à Prague. Et enfin, Gary Markov pour Terreur sur la piste du roi René. Donc, je tiens à vous remercier tous les quatre. Merci à vous tous pour vos questions qui sont toujours aussi pertinentes. Merci aussi aux membres du bureau qui sont à l'initiative de cette organisation. Et je vous rappelle que l'association Unisson organise ce type d'événement donc, tous les premiers samedis du mois, donc ici au même endroit. Donc la prochaine fois, ce sera au mois d'avril. Et là, exceptionnellement, il n'y aura pas de thème précis, puisque vous le savez, il y aura donc le Salon du Livre de Gémenos qui se déroulera le 20 et 21 mai. Donc à l'occasion, on vous fera une présence avril, 20 et 21 avril, donc là, en face de la Cour des Granges. Et on aura l'occasion donc de vous présenter les auteurs qui seront donc membres de ce salon, en compagnie donc d'auteurs régionaux. Donc on vous attendra, toujours suivi d'un repas avec des dédicaces, on va le voir. Et au mois de mai, ce sera sur le thème de la jeunesse. Est-ce qu'on peut tout écrire pour la jeunesse? Voilà, est-ce qu'on peut tout écrire pour la jeunesse? Ce sera donc une conférence qui sera donc, encore une fois, le premier samedi, non pas en mai, ce ne sera pas le premier samedi, ce sera le deuxième samedi du mois de mai. Et si vous tenez à être inscrit, n'hésitez pas à contacter Unisson sur les réseaux sociaux ou à vous inscrire directement auprès de la Madeleine de Marseille. Merci à tous. Je vous propose d'aller discuter donc avec les auteurs autour de leur livre. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir les auteurs. Et on se dit donc à très bientôt. Merci.